Il pleuvait le jour où mon fils m'a chassée de chez moi. Pas une petite brune, non. Une pluie qui vous glace jusqu'aux os, qui vous fait vous sentir minuscule, oublié du monde. Je me tenais sur le perron, une seule valise à la main. Mes doigts serraient la poignée si fort que mes jointures en étaient blanches. Derrière moi, la porte d'entrée s'est refermée avec un clic. Pas d'au revoir, pas d'embrassade, pas même un regard. Juste le silence. C'était sa façon de me remercier pour tout ce que j'avais fait. J'ai pris une profonde inspiration, mais la toux m'a devancée. Elle a secoué ma poitrine aiguë brutale. Je me suis penchée légèrement, m'appuyant sur la rambarde, priant pour que personne ne me voie m'effondrer. Il a dit qu'il avait besoin d'espace, mais je savais ce que cela signifiait. Je n'étais plus sa mère, j'étais juste encombrante. Les roues de ma valise ont accroché la marche de béton fissurée. Je l'ai tiré d'un coup sec dans un bruit mouillé, 1, 2, 3 pas vers le bas. La pluie continuait de tomber, personne n'est sorti pour m'arrêter. Ni lui, ni sa petite amie. Pas même les voisins n'ont jeté un regard dans ma direction. J'étais seule, encore une fois, et pourtant au fond de moi, quelque chose avait changé. Ce jour-là, en posant le pied dans la rue, les chaussures trempées et une colère brûlante dans la poitrine, je me suis fait une promesse silencieuse. Tu penses avoir gagné Étienne. Tu penses que c'est la fin. Oh non, mon chéri, ceci n'est que le début. Remontons 25 ans en arrière. Pas de pluie, juste une lumière vacillante au plafond d'un petit appartement qui sentait toujours l'humidité et le riz bouilli. J'avais 22 ans et je tenais Étienne dans mes bras pour la première fois. Ses petits doigts s'enroulaient autour des miens, comme s'il savait que j'étais tout ce qu'il avait. Et lui était tout ce qu'il me restait, son père parti avant même qu'Étienne ne prenne son premier souffle. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Il est sorti de ma vie et n'a jamais regardé en arrière. Je ne l'ai pas poursuivi, j'ai regardé mon fils et j'ai fait un vœu. Tu ne te sentiras jamais indésirable, pas une seule seconde. Je l'ai nommé Étienne, un prénom qui évoque la force, même si à l'époque je n'avais pas encore compris que cette force devrait d'abord venir de moi. Je travaillais le matin à nettoyer les couloirs d'une école, puis j'enfilais un uniforme en polyester pour servir des tables dans un bistrot jusqu'à minuit. Des doubles services, des triples quand le loyer augmentait. Certaines nuits, je rentrais avec des ampoules aux pieds et des larmes que je retenais jusqu'à ce qu'Étienne soit endormi. Je m'asseyais sur notre vieux canapé d'occasion. Les ressorts me piquaient le dos et je le regardais dormir dans un berceau trouvé à une brocante. Et je murmurais « Un jour mon bébé, un jour tu auras tout ce que je n'ai jamais eu. » Je ne sortais pas. Je ne faisais pas la fête. Pendant que les autres filles de mon âge couraient après leurs rêves, moi je courais après des factures en retard et des promotions au supermarché. Et ça m'était égal, parce que chaque fois qu'Étienne souriait, chaque fois qu'il courait vers moi en criant « Maman », c'était comme gagner au loto. Je me souviens encore de sa première pièce de théâtre à l'école. J'ai économisé 2 semaines pour lui acheter un costume. Il était un arbre, un petit arbre chancelant avec des feuilles en carton. Mais pour moi, il était toute la forêt. Les gens me disaient « Tu gâches ta jeunesse ». Mais ils ne savaient pas que ce petit garçon, c'était ma jeunesse, mon but, mon cœur battant, tout ce que je faisais, chaque bleu sur mes mains, chaque nuit où je me couchais le ventre vide était pour lui. Si j'avais su comment tout cela finirait, aurais-je agi différemment? Non, parce que l'amour d'une mère ne se mesure pas au retour. Il se mesure à la promesse, et j'ai tenu la mienne. Il m'a fallu 15 ans. 15 ans de mains brûlées, de dos douloureux et de sommeil léger, juste pour m'assurer que nous étions en sécurité. Et puis un jour, j'y suis arrivée. Je me tenais devant une petite maison délabrée à la périphérie de Dijon. La peinture s'écaillait. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes et un volet pendait de travers, comme s'il avait abandonné tout espoir depuis longtemps. Mais moi, je voyais du potentiel. Je voyais un foyer. Je me souviens d'avoir tenu les clés dans ma paume comme si elles étaient en or. « On a une maison Étienne », ai-je murmuré la voix tremblante. Une vraie, plus de propriétaire, plus de déménagement. Celle-ci est à nous. Il avait 12 ans. Il sautait de joie, me serrait dans ses bras, criant « On a une maison, on a une maison », comme si c'était Noël. On a peint les murs ensemble. Enfin, j'ai peint pendant qu'il faisait des bêtises. Il a mis plus de bleu par terre que sur les murs. Mais ça m'était égal, on riait, on mettait de la musique, on créait des souvenirs. Cette vieille maison était petite. 2 chambres, un plancher qui grinçait pas de lave-vaisselle,
mais elle était remplie d'amour. Et quand j'ai signé les papiers, je l'ai mise à mon nom, juste au cas où. Mais j'ai regardé Étienne dans les yeux et je lui ai dit « Un jour quand tu seras grand, elle sera à toi. » Il a souri de toutes ses dents. « T'es la meilleure maman du monde. » Et je l'ai cru. Cette maison n'était pas seulement un toit au-dessus de nos têtes. C'était la preuve de tout ce que j'avais surmonté, chaque cicatrice, chaque sacrifice, chaque nuit où j'ai pleuré en silence. Tout cela transformé en 4 murs et une clôture bancale. Un foyer bâti sur l'amour. Et la confiance. Une confiance qui un jour reviendrait me hanter. Étienne est revenu de l'université avec une nouvelle coupe de cheveux, une veste élégante et une fille à son bras. Elle s'appelait Manon, jolie polie. Un peu trop apprêtée, elle souriait beaucoup. Appelait Madame Louise, apportait du vin dont je n'arrivais pas à prononcer le nom et proposait de m'aider à faire la vaisselle après le dîner. Au début, j'étais heureuse, vraiment. Je me disais mon garçon grandit. Il est amoureux. Les premières semaines étaient comme un rêve. On dînait ensemble, on riait en écoutant ces histoires de la fac. J'ai même sorti de vieux albums photos montrant à Manon des clichés d'Étienne bébé, déguisé en citrouille pour Halloween. Elle riait, rougissait. Il levait les yeux au ciel, mais souriait. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ça a commencé par des petites choses. Une porte de chambre fermée pendant le dîner. Un silence gêné quand j'entrais dans la cuisine. Manon a arrêté de m'appeler Madame Louise. Elle ne m'appelait plus du tout. Un soir, en passant devant leur chambre, j'ai entendu des murmures. La voix de Manon. Elle est un peu gênante, non ? Je me suis figée. Je me suis dit que j'avais mal entendu, qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Mais les choses ont continué à changer. Ils ont commencé à manger, à part commandant des plats à emporter et laissant les emballages dans la poubelle comme si je n'existais pas. Ils ont arrêté de dire bonjour. Arrêté de dire Arrêtez de dire quoi que ce soit. Je cuisinais le dîner, mettais 3 assiettes sur la table. Une seule était utilisée, la mienne. Parfois, je les entendais rire dans le salon, mais quand j'entrais, le rire s'arrêtait. La télé restait allumée, mais la pièce devenait froide. Un jour, j'ai trouvé un mot sur le frigo. S'il vous plaît, ne déplacez pas les affaires dans les placards. Manon les aime d'une certaine manière. Ma cuisine, ma maison. Je souriais poliment quand ils étaient là. Je me disais que j'exagérais, mais au fond, je commençais à le sentir. La chaleur de mon propre foyer s'évanouissait, remplacée par des œufs sur lesquels je devais marcher, dans une maison que j'avais construite de mes propres mains. Je n'étais plus au centre du monde d'Étienne. Je n'en faisais même plus partie. J'étais une ombre, un désagrément. Une silhouette silencieuse hantant les coins de leur petite vie parfaite. Et le pire, ils ne remarquaient même pas que je disparaissais. Tout a commencé par une toux. Rien de dramatique, juste un chatouillement dans la gorge par-ci par-là. J'ai blâmé le temps, la poussière, peut-être même le stress, mais la toux ne partait pas. Elle devenait plus profonde, plus forte, plus agressive, puis était venue la fatigue. Je me réveillais épuisée. Je restais debout trop longtemps, et mes genoux flanchaient. Les escaliers devenaient des montagnes. Même remuer une casserole de soupe me faisait mal aux bras, comme si j'avais porté des briques. Une nuit, j'ai failli laisser tomber une casserole dehors, bouillante. Ma main a simplement lâché. J'ai agrippé le plan de travail haletante. Personne n'est venu. Ils étaient dans le salon riant, à quelque chose à la télé. Le lendemain, je suis allée chez le médecin. Après les examens, elle m'a fait asseoir et a parlé lentement, comme si je ne pouvais pas encaisser la vérité. Vous avez une maladie pulmonaire chronique, il vous faut du repos, des médicaments et idéalement du soutien. J'ai souri amèrement, je me débrouillerai. Je suis rentrée avec un sac de médicaments que je pouvais à peine me permettre et un dossier d'instructions que je pouvais à peine lire à travers le vertige. J'ai attendu qu'Étienne me demande comment ça s'était passé. Il ne l'a pas fait. Ce soir-là, à table, enfin, à table. Disons plutôt moi seule à table, j'ai toussé. Et j'ai dit, le médecin dit que je dois me ménager un peu. Étienne a levé les yeux de son téléphone. D'accord, c'était tout. D'accord, Manon a haussé un sourcil. Vous avez l'air en forme pourtant, c'est peut-être juste l'âge. Je l'ai dévisagée, elle a souri, mais ce n'était pas gentil. C'était ce sourire fin condescendant.
que les gens affichent quand ils ont déjà décidé que votre douleur n'est pas réelle. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de ralentir vraiment. Mais il fallait bien que quelqu'un fasse la lessive, nettoie la salle de bain, cuisine, balaye, maintienne la maison en vie. Alors j'ai continué à pousser jusqu'à ce que mon corps me repousse. Un après-midi, je me suis effondrée dans la cuisine, un vrai vertige, j'ai attrapé l'évier juste à temps. Ma vision s'est brouillée, ma poitrine brûlait. J'ai appelé Étienne. Rien. Étienne. Plus fort. Cette fois, la porte à l'étage s'est fermée. Je suis restée là les mains tremblantes, le cœur brisé. Je n'étais pas seulement malade, j'étais invisible. Plus tard, j'ai entendu Manon dire « Si elle ne peut pas gérer les choses simples, peut-être qu'elle ne devrait pas être ici. » Étienne n'a pas protesté. Il ne m'a pas défendu. Il s'est juste tu, et dans ce silence, je me suis sentie plus malade que jamais. C'était un dimanche après-midi. Je venais de finir de plier leur linge. Oui, leur linge. Même malade, même faible. Je continuais à essayer de tenir cette maison debout. Ma poitrine me faisait mal à force de tousser toute la matinée. Mais je l'ignorais comme toujours. Puis Étienne a appelé depuis le salon. « Maman, on peut parler. » J'ai entré essuyant mes mains sur un torchon. Manon était déjà assise, jambes croisées, ongles fraîchement vernis, les yeux fixés sur moi, comme si j'allais recevoir un verdict. Étienne évitait mon regard. Il s'est assis, s'est raclé la gorge. Maman, Manon et moi, on a discuté. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. On trouve que c'est un peu trop étroit ici. On n'a pas l'espace dont on a besoin. Et avec ta santé, c'est compliqué. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a enfin levé les yeux. Regard vide, voix monocorde. On ne peut pas s'occuper de toi pour le moment. La pièce a tangué. J'ai attrapé le dossier d'une chaise pour me stabiliser. Tu me mets dehors. Avant qu'il ne puisse répondre, Manon est intervenue d'une voix douce mais venimeuse. Ce n'est pas personnel. Vous trouverez une solution. Vous êtes débrouillard de nom. Je les ai regardés tous les deux, mon fils et sa petite amie. Le garçon que j'ai élevé à force de nuit, blanche et de genoux écorchés, l'homme qui pleurait quand je le laissais à la crèche, ne pouvait plus attendre de me voir partir. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais pas. Les mots restaient coincés derrière la boule dans ma gorge. Ils n'ont pas attendu ma réponse. Manon s'est levée, m'a frôlé comme si j'étais un fantôme et Étienne l'a suivi. Je suis restée là, agrippant cette chaise comme si c'était la seule chose qui me retenait sur terre. Ils m'ont donné 1 semaine, 7 jours pour emballer 25 ans d'amour, de sacrifice et de silence. La première boîte que j'ai remplie était pleine de pulls. J'ai dû m'asseoir à mi-chemin. Ma poitrine brûlait, mes mains tremblaient. Mais personne n'est venu m'aider. Pas même quand j'ai laissé tomber un verre et qu'il s'est brisé. Pas même quand j'ai eu une crise de toux si violente que j'ai failli vomir. Ils sont restés à l'étage. J'ai fait une soupe, un soir, un dernier dîner. Je pensais que peut-être qu'ils s'assieraient avec moi, partageraient un dernier moment. Mais ils ont commandé taille et regardé un film derrière une porte fermée. Le dernier matin, j'ai fait rouler ma valise dans le couloir, je me suis arrêtée devant la porte d'Étienne et j'ai écouté des rires. Le sien, celui de Manon aussi, j'ai frappé légèrement. Je pars maintenant. Silence, puis la voix de Manon, plate, ennuyée. Bonne chance, c'était tout. Pas même un verre d'eau, pas une embrassade d'adieu, pas une larme. J'ai ouvert la porte d'entrée, le vent était froid, le ciel était gris. J'ai jeté un dernier regard au salon que j'avais autrefois rempli de ballons d'anniversaire et d'histoires avant le coucher. Maintenant, ce n'était plus que des murs qui ne se souvenaient plus de moi. En franchissant le seuil traînant ma valise, je me suis dit quelque chose que je ne croyais pas encore tout à fait. Tu n'es pas fini, tu n'es pas brisé. Ils ont peut-être fermé la porte, mais ce n'est pas la fin. Et quelque part, au fond de mon cœur vidé, une étincelle s'est allumée. J'ai passé la première nuit sur le canapé de mon amie Claire. Son appartement était petit encombré. Sentait la cannelle et les vieilles bougies, mais il était chaleureux. Et surtout, il était bienveillant. Elle n'a pas posé de questions.
Elle m'a juste préparé un thé, donné une couverture et m'a laissé pleurer. Le lendemain matin, j'ai ouvert la valise que j'avais à peine emballée. Tout à l'intérieur semblait étranger maintenant. Mes vêtements, ma brosse à dents, ma vie, glissée au fond sous un gilet roulé, il y avait une chemise cartonnée usée. Je l'ai sortie les mains tremblantes. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, l'acte de propriété de la maison, j'ai fixé le papier, les lettres noires en gras, me regardant comme une vérité oubliée. Propriétaire, Louise M. Dubois. Pas de co-signataire. Pas de propriété conjointe et... Pas de transfert. Juste moi. Il n'a jamais demandé, ai-je murmuré. Il n'a même pas vérifié. Je pouvais presque entendre la voix d'Étienne dans ma tête, si sûre de lui, si arrogant. On a besoin d'espace. On ne peut pas s'occuper de toi, de l'espace. C'était ma maison. J'avais payé chaque mensualité, peint chaque mur frotté, chaque carreau jusqu'à ce que mes mains saignent. Il s'était juste installé et avait assumé. Il pensait que ma gentillesse était une faiblesse. Il avait oublié que j'avais construit cette maison. J'ai serré l'acte plus fort, une chaleur lente naissant dans ma poitrine. Pas de la rage, pas encore. Juste de la clarté. J'avais passé tant d'années à me plier en quatre pour ce garçon que j'avais oublié ce que ça faisait de me tenir droite. Cet après-midi-là, je me suis habillée. J'ai arrangé mes cheveux et je suis entrée dans un cabinet d'avocat à 2 rues de l'appartement de Claire. La réceptionniste a levé les yeux. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai posé la chemise sur le comptoir, comme si c'était une arme. Je voudrais lancer une procédure d'expulsion. Elle a cligné des yeux. Expulsion de... Mon fils, ai-je dit calme comme la glace. Et de son invité. Quand l'avocat m'a reçu, j'avais déjà tout le plan en tête. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de leur rappeler qui j'étais, et qui ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Je n'étais pas une femme malade et sans défense qu'ils pouvaient jeter dehors. J'étais la propriétaire de cette maison, et j'étais prête à la reprendre. Exactement 1 semaine plus tard, à 8h03, un coup a retenti à la porte de mon ancienne maison. Étienne a ouvert les cheveux en bataille, les yeux encore embués de sommeil. Manon se tenait derrière lui en peignoir, sirotant un café visiblement agacé par l'interruption. Sur le perron se tenait un huissier grand, impassible. Il tenait une enveloppe blanche dans sa main gantée. « Vous êtes Étienne Dubois ?» Étienne a hoché la tête lentement. « Oui. » Vous êtes officiellement notifié. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Manon a cligné des yeux. Pardon, quitter quoi ? Étienne a déchiré l'enveloppe, parcourant les papiers, comme s'il essayait de lire à travers de l'eau. Son visage a blêmi. C'est quoi ça ? Il doit y avoir une erreur, c'est ma maison. L'huissier n'a pas scellé. La propriété appartient légalement à Louise M. Dubois. Elle a déposé une demande d'expulsion. Et à ce moment-là, je suis sortie de derrière les hayers, calme posé. Portant le même manteau que le jour où il m'avait poussé dehors, la mâchoire d'Étienne s'est décrochée. Maman. Je l'ai regardé dans les yeux, ferme sans ciller. Non, Étienne, ce n'était jamais ta maison, c'était toujours la mienne. Le silence a envahi le perron. Manon s'est avancée, le visage rouge. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et nous jeter dehors comme des squatteurs. J'ai incliné la tête. Eh bien, légalement c'est ce que vous êtes. Elle s'est tournée vers Étienne furieuse. Je t'avais dit de le mettre par écrit, je t'avais dit... Puis, elle a filé à l'intérieur. 1 minute plus tard, elle est ressortie avec son sac, ses clés, et aucune intention de rester. Je ne vais pas vivre dans une maison qui appartient à ta mère, débrouille-toi, Étienne. Elle est partie en voiture sans un mot de plus. Étienne s'est retourné vers moi, les yeux écarquillés, la voix tremblante. Maman, voyons, tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas pleuré. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Il a dégluti. Tu as dit que tu ne pouvais pas t'occuper de moi. Il a baissé les yeux. Alors maintenant tu as de l'espace, Étienne, 30 jours.
L'huissier lui a tendu une seconde copie et s'est éloigné. Nous laissant là, sur ce perron si familier, j'ai jeté un dernier regard à mon fils sans colère, sans haine, avec clarté. Je t'ai tout donné, et quand j'ai eu besoin de juste un peu tu ne m'as rien donné, puis je me suis retournée, j'ai descendu les marches qu'il m'avait vu franchir en partant, mais cette fois, je n'étais pas brisée, je ne toussais pas, je ne suppliais pas de rester, je m'éloignais, en assumant chaque pas. La maison ne m'appartient plus pour y vivre, mais je la possède toujours. Je la loue maintenant à un couple discret avec une petite fille et un potager. Ils paient à temps. Ils sourient quand ils me voient. Ils disent « merci ». J'ai déménagé à la campagne dans un petit chalet au bord d'un lac. Rien d'extraordinaire. Une chambre, un plancher qui grince des oiseaux qui me réveillent à l'aube. Mais c'est paisible. Et pour la première fois depuis des années, je dors toute la nuit. Pas de porte claquée par Manon, pas de pas à l'étage. Pas de murmure derrière les murs. Juste le vent dans les arbres et l'eau qui clapote contre la jetée. Et je passe mes matinées à marcher au bord du lac, une écharpe chaude autour des épaules. Mes poumons ont encore du mal, certains jours, mais je respire mieux ici. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes. J'apprends aux jeunes mamans célibataires comment gérer un budget, comment se battre pour ce qui leur appartient, comment survivre quand l'amour devient froid. Je leur dis la vérité, que la maternité n'est pas un martyr, que tout donner ne signifie pas s'abandonner soi-même, que poser des limites, c'est aussi une forme d'amour. Parfois je vois le visage d'Étienne dans ces refuges, pas lui exactement, mais des versions de lui, des jeunes hommes élevés par des mères qui leur ont donné le monde, et qui ne leur ont jamais appris à dire merci, mais je ne m'attarde plus sur lui. Étienne a essayé de me contacter une fois, un texto. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu, je n'ai pas répondu, pas par haine, mais parce que certaines portes, une fois fermées, n'ont pas besoin d'être rouvertes. Je lui ai tout donné, mais je me suis enfin donné quelque chose à moi aussi, la paix, et la paix n'a pas de prix. Certains soirs, je m'assois sur la terrasse, une tasse de thé à la main, regardant le soleil se fondre dans le lac. Le monde est calme, mon âme est calme. J'ai peut-être perdu ma maison un jour, mon fils aussi, mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. Parfois, il faut tout perdre pour réaliser ce que l'on possède vraiment. Et dans mon cas, c'était ma force.